Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à un style particulier d'ondes, à savoir les ondes stationnaires. Alors ces ondes stationnaires, on va les étudier dans un contexte bien spécifique, à savoir une corde. Donc le milieu de propagation ici ce sera une corde, ce qui fait qu'on aura des ondes stationnaires à une dimension. Alors pour pouvoir étudier ces ondes stationnaires, il faut d'abord nous intéresser rapidement aux ondes progressives. Et donc je te fais ici normalement ce qui est un petit rappel. Si tu prends une corde, et on va imaginer ici qu'on a une corde qui serait infinie, et que au début de cette corde on a une source, et bien si cette source effectue un mouvement, donc par exemple un mouvement sinusoïdal, on va pouvoir observer la propagation d'une onde dans cette corde. Et donc tu peux voir ici que le mouvement de la source se répercute en fait de proche en proche dans la corde, ce qui fait qu'on a une onde, et cette onde on a l'impression qu'elle va avancer, on parle d'onde progressive, à l'instar d'une vague qui se propagerait dans l'eau par exemple. Alors ici, tu vois qu'on a une onde qui se propage depuis la gauche vers la droite. On pourrait s'intéresser à ce qui se passe si on a deux ondes qui évoluent en fait dans deux directions différentes dans cette corde. Donc en fait, une onde qui viendrait de la gauche, une onde qui viendrait de la droite. Et ça va nous permettre d'aborder un principe très important pour les ondes, c'est le principe de superposition. Alors on va imaginer ici qu'on a une corde et que on a en réalité ici, tu vois, deux impulsions, hein, deux petites ondes qui se propagent, sauf que ici, on a une onde qui va vers la gauche et une onde qui va vers la droite. Alors, ces ondes, elles évoluent, et donc on peut imaginer qu'un peu plus tard, ces ondes se rapprochent, et à un moment donné, elles vont se croiser. Alors, que se passe-t-il quand elles se croisent? Eh bien, ce qui va se passer, et ça on l'observe expérimentalement, eh bien, ces deux ondes vont venir s'additionner quelque part. Ça veut dire que leur élongation va s'additionner, donc tu vois que l'onde que j'obtiens au final est plus grande que l'élongation de chacune des ondes. Et puis, ces ondes vont en fait poursuivre leur chemin, et donc tu peux observer ici qu'elles continuent en gardant chacune l'élongation qu'elles avaient à la base. Alors je dis l'élongation, en fait ce serait plutôt l'amplitude qu'elles ont à la base. Et ça me permet de poser ce principe de superposition qui me dit que si je considère un point P, ce point P, on va le prendre ici, et que j'ai en fait deux ondes. Alors ces deux ondes, mais en fait on peut généraliser ça à autant d'ondes qu'on veut. Donc si j'ai ici une onde 1, une onde 2, eh bien je peux dire que l'élongation de ce point P que je considère, il correspond en fait à la somme des élongations des deux ondes. Donc ça c'est le principe de superposition. Autrement dit, quand j'ai deux ondes qui se croisent, eh bien ces deux ondes s'additionnent. Elles s'additionnent, mais par contre, elles ne se perturbent pas l'une l'autre, puisque tu vois ici qu'en fait, mes deux ondes, une fois qu'elles se sont croisées, elles se sont additionnées, et puis après, elles continuent leur route de manière indépendante. Donc voilà, principe de superposition, c'est un truc particulier pour les ondes, puisque les ondes donc peuvent se superposer, elles peuvent s'additionner. Alors passons à la suite, on n'est pas encore tout à fait dans les ondes stationnaires, là je suis occupé à poser des bases pour pouvoir appréhender ce phénomène. La notion suivante qu'il nous faut, c'est celle de réflexion. Alors c'est quoi la réflexion? Une onde peut en fait se réfléchir. Pour ça, on va reprendre une corde et on va en fait venir fixer cette corde. Alors tu vois ici, donc on a une onde qui se propage dans la corde et en fait, le petit symbole ici au bout, il indique que la corde elle est fixée. Donc ça veut dire que le bout en fait ne bouge pas, il est attaché. Et tu vois ici qu'on a une onde donc qui va vers la droite, donc qui va vers ce point de fixation. Si on regarde un petit peu plus tard, une fois que l'onde est arrivée à ce point de fixation, on peut observer de nouveau expérimentalement que l'onde va être réfléchie. Ça veut dire qu'elle va repartir dans l'autre sens. Et la particularité, c'est qu'en fait, cette onde va avoir son signe qui va changer. Donc lorsque l'onde est réfléchie, l'élongation change de signe. Donc ici, on avait au départ une onde positive, de signe positif. Quand elle repart, elle a un signe négatif. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Donc une onde, en fait, lorsqu'elle n'a plus d'endroit où se propager, donc si elle arrive à la limite de son milieu, l'énergie que cette onde transporte ne disparaît pas. En fait, cette énergie va repartir dans l'autre sens d'une certaine manière. Et donc ce phénomène-là, on l'appelle la réflexion d'une onde. Ok, alors maintenant, on va pouvoir vraiment s'intéresser à nos ondes stationnaires. On a posé toutes les bases nécessaires à cela. Alors pour cela, je vais m'intéresser à un cas très particulier. Je vais m'intéresser au cas d'une corde qui est fixée à une extrémité. Et on va avoir donc d'un côté une extrémité fixée, de l'autre côté on va avoir une source. Et donc ici j'ai le côté fixé que j'appelle Z.
et je vais avoir le côté mobile, qui est donc la source. Et donc il est important ici de bien comprendre que cette source, en fait, elle va effectuer un mouvement de haut en bas. Donc typiquement ici, on s'intéresse à un mouvement sinusoïdal. Donc c'est par exemple le mouvement que va effectuer un système masse-ressort. Alors on va imaginer donc ici qu'on a une onde qui se propage, puisque notre source, elle va effectuer un mouvement, et donc on va avoir ici une onde qui va aller vers la droite. Mais on vient de dire qu'en fait, une onde qui arrive à la fin du milieu dans lequel elle se propage, eh bien cette onde va être réfléchie. C'est ce qui se passe ici, puisque tu vois que notre onde ici, en fait il faut comprendre qu'on a deux moments qui sont représentés, donc on a l'onde qui part vers la droite, elle arrive en Z, et en Z elle est réfléchie, donc elle repart dans l'autre sens en ayant changé de signe. Et donc je peux considérer que j'ai en réalité une onde qu'on va nommer une onde aller, et je vais avoir dans l'autre sens une onde retour. Et donc ce qu'il faut bien comprendre ici, il faut vraiment essayer de visualiser les choses, c'est que la source va effectuer un mouvement, et en fait ce mouvement ici, on nous dit qu'il est entretenu, donc il est continu, donc ça veut dire que la source n'arrête pas d'envoyer des ondes qui vont vers la droite, donc qui vont vers le point fixe. Et donc ça veut dire que toutes ces ondes qui arrivent sur le point fixe, eh bien, vont être réfléchies au fur et à mesure et vont repartir dans l'autre sens. Alors ces ondes, eh bien, on va, un peu pour faire le lien avec ce que j'ai dit avant, on va les nommer, on va dire qu'on a l'onde aller qui correspond à Y1 et on a l'onde retour qui correspond à Y2. Et là tu me vois venir, ça veut dire que si je m'intéresse en fait au mouvement d'un point de cette corde, par exemple le point P, eh bien je peux dire que le mouvement, l'élongation de ce point, il est défini grâce au principe de superposition. Et en gros, il correspond à l'onde aller plus l'onde retour. Voilà. Et donc tu vois ici très concrètement comment on peut utiliser ce principe de superposition. Alors on va aller un petit peu plus loin dans cette idée-là, on passe au slide suivant, et on va regarder ici plus en détail ce qui se produit. Pour cela, je vais avoir besoin d'être un petit peu plus précis dans ma description, et donc je vais reprendre ici ma corde avec la source d'un côté et de l'autre côté le point fixe. Et on va déjà dire que cette corde, eh bien, elle possède une certaine longueur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je vais me donner ici un petit système de référence, et donc je vais dire que au niveau de la source, eh bien, je me trouve à la coordonnée x est égal à 0, et tu vois que j'ai défini ici le sens positif de x, en disant que x est positif vers la droite. Ça me permet maintenant de m'intéresser à un point particulier, et donc ce point, il se trouve à une coordonnée x. Et donc ici, j'ai pris un point de manière tout à fait aléatoire. On va essayer de décrire en fait la position de ce point particulier. Alors, on se rappelle également que la source, en fait, ici, décrit un mouvement sinusoïdal entretenu. Donc ça veut dire que j'ai des ondes de forme sinusoïdale qui sont générées en permanence par la source. Et du coup, eh bien, ce qu'on vient de voir, c'est que la corde est parcourue par cette onde sinusoïdale, mais j'ai également l'onde retour, et donc j'ai Y1 qui va vers la droite et Y2 qui va vers la gauche. Y2 correspond donc aux ondes en fait qui sont réfléchies. Alors comme on a une onde sinusoïdale, eh bien je peux en fait dire que Y1, mon onde aller, elle est donnée par l'expression suivante, A sinus oméga t moins 2πx sur lambda. Alors je te rappelle que lambda ici ça correspond à la longueur d'onde. Cette expression-là, normalement tu la connais, en fait c'est l'expression d'une onde progressive dans une corde. Et donc cette fonction ici, qui dépend du point x, de la coordonnée du point x et du temps, me décrit en fait la position de ce point x. Alors tu comprends bien ici qu'en fait x c'est aussi une variable et que je peux donner n'importe quelle valeur à cette coordonnée x, ça me décrira la position de ce point en fonction du temps, ce point qui se trouve sur la corde bien entendu. Alors c'est très bien, on a maintenant décrit en fait l'onde aller, mais il faut s'intéresser à l'onde retour. Alors j'insiste bien, en fait cette onde retour, c'est la même onde que les ondes aller. En fait une onde retour, c'est une onde qui a dû d'abord arriver jusque-là et qui repart dans l'autre sens. Okay, mais ces ondes retour, en fait, on va les traiter comme si c'était des ondes indépendantes. Donc rappelle-toi ce que j'ai fait au début de la vidéo, on avait une onde qui vient de la gauche, une onde qui vient de la droite. Y2, je vais faire comme si c'était une onde qui venait de la droite de manière indépendante. Mais je sais quand même qu'en fait, elle a la même source, cette onde qui vient de la droite et qui va vers la gauche. Elle a la même source, et donc elle est aussi une onde sinusoïdale. Alors, je vais donc pouvoir dire que Y2 est égal à moins. Alors, j'ai mis un moins, pourquoi ? Parce que, on vient de le voir, c'est une onde réfléchie, et une onde réfléchie, en fait, elle
elle voit son signe changer. Donc je mets un moins ici, ça m'indique bien que on a en fait l'onde allée qui a son signe qui a changé. Mais je ne peux pas me contenter de juste reprendre l'expression de y1 en rajoutant simplement un moins. Pourquoi? Eh bien parce que y2, ça correspond à l'onde réfléchie, et cette onde réfléchie, eh bien elle possède un certain retard par rapport à la source. Et ce retard, il est dû au chemin que l'onde a parcouru. Et donc ici, tu dois vraiment essayer de te représenter les choses. Ce qui se passe, c'est que la source effectue un mouvement qui provoque une onde qui se déplace vers la droite. Cette onde, elle arrive au niveau de Z et puis elle repart dans l'autre sens. Elle arrive sur le point X. Et donc ça veut dire que l'onde a parcouru une longueur plus un petit morceau de chemin dans l'autre sens. Et donc ça, je vais devoir l'exprimer, et je vais devoir exprimer en fait le retard qui correspond à ce chemin parcouru. Alors pour ça, eh bien, je vais écrire les choses et puis on va analyser ce que ça signifie ensemble. Je vais donc écrire que y2 est égal à moins a sinus oméga t moins 2pi sur lambda multiplié par 2l moins x. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le 2l moins x. Et la première chose à regarder, c'est à quoi correspond 2l. Eh bien 2l, ça correspond à un aller-retour. En effet, 1l, eh bien, ça correspond ici à une distance, à une longueur de corde. Donc mon onde, quand elle est réfléchie, elle a parcouru une longueur de corde. Et quand elle revient et qu'elle arrive en x, donc au niveau du retour, elle a parcouru un bout de chemin en plus. Ce bout de chemin en plus, il correspond à quoi? Eh bien, il correspond à L, auquel je viens retirer en fait la distance x. Et donc ici, pour représenter ça, moins x, en fait, je peux le représenter ici en venant supprimer une partie de la longueur retour. Et donc je le représente ici, voilà, en venant barrer cette partie-ci. Et donc tu vois ce qui me reste en bleu, les deux lignes bleues, eh bien ça me donne la distance parcourue par l'onde réfléchie. Et donc cette distance fait que y2 possède un certain retard par rapport à la source. Très bien, alors du coup on a exprimé l'onde qui va vers la droite, l'onde retour qui va vers la gauche, et on va maintenant appliquer le principe de superposition. Et ça veut dire que je vais venir additionner mes deux ondes pour pouvoir en fait avoir une idée du mouvement effectué par le point P qui m'intéresse ici. Alors on va écrire tout cela, donc je vais dire que l'élongation du point P en fonction du temps est donnée par cette expression que je ne vais pas m'amuser à lire, on a simplement additionné les deux ondes ici. Alors ça nous donne un truc qui est assez lourd à manipuler, et c'est un petit peu dur à exploiter. Donc on va ici réaliser une simplification, et pour ça on va faire appel à un très très grand mathématicien avec une formule qui sera intéressante. Et donc tu l'as bien compris, on va faire appel à une formule de Simpson, et plus particulièrement on va ici remarquer qu'en fait j'ai un sinus et un cosinus, et j'ai sinus moins cosinus. Et donc pour ça, je peux utiliser l'identité de Simpson qui me dit que sinus de P est égal à moins cosinus de Q. Pardon, cosinus de P moins cosinus de Q est égal à 2 sinus P moins Q divisé par 2 fois cosinus P plus Q divisé par 2. Alors, tu ne le vois pas encore, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que je transforme ici en réalité une somme ou une différence par un produit, et ça va permettre de dire des choses vraiment très intéressantes sur ces ondes stationnaires. Alors, en l'occurrence ici, eh bien, on a le terme en sinus P, et je vais pouvoir poser que P est égal à oméga t moins 2πx sur lambda. Voilà, je peux recopier ça. Et je vais pouvoir dire que Q correspond à ce qu'il y a dans la parenthèse du cosinus, et donc je peux dire que Q est égal à oméga t moins 2π lambda fois 2L moins x. Voilà, je peux donc écrire tout cela. Alors là, je vais te laisser faire les développements. Donc une fois que tu as trouvé P, trouvé Q, il n'y a plus qu'à injecter ça dans la formule de Simpson. Je ne vais pas le faire ici parce que ce serait un petit peu long et un petit peu ennuyeux, mais je t'invite à vérifier que mon résultat final est correct. Et le résultat final, eh bien, c'est le suivant. On va arriver à une expression qui en fait est tout à fait équivalente à celle qu'on a écrite au-dessus, mais celle-ci va être plus parlante, tu vas le voir. Donc le mouvement du point P sur la corde, ce point P qui est situé à une coordonnée x, il est décrit par la fonction 2a sinus 2pi fois lambda, L-x divisé par lambda, et on multiplie tout ça par un terme en cosinus avec cosinus de oméga t moins 2pi L divisé par lambda. Et donc cette formule-ci, elle est importante puisque elle correspond en réalité à l'expression d'une onde stationnaire dans une corde. Alors, du coup, puisque c'est important, on va l'analyser. Pour ça, je vais la recopier
au niveau du slide suivant. Et je vais d'ailleurs un petit peu accélérer, donc je vais directement, boum, la retaper directement ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Tu peux déjà voir que j'ai pris ici ma fonction que j'ai généralisée, c'est-à-dire que là j'ai dit que je m'intéressais à un point P situé à la coordonnée X. En réalité, je généralise en disant que ce que je veux faire ici, c'est décrire l'élongation, donc la valeur Y, en fonction du temps et en fonction de la position de n'importe quel point de ma corde. Ce que je peux déjà dire, c'est que chaque point de ma corde va pouvoir avoir une élongation maximale de 2A, donc de 2 fois l'amplitude de la source. Alors pourquoi? Eh bien, dans le meilleur des cas, le sinus, il vaut 1 et le cosinus, il vaut 1. Et donc, dans le meilleur des cas, ça veut dire que y est égal à 2a. Et ça, je l'ai uniquement si le sinus est égal à 1 et que le cosinus est égal à 1. Et donc, tu vois que l'idée, un petit peu, c'est qu'on a une onde allée qui a une amplitude de a, une onde retour qui a une amplitude de a. Ben, comme on l'a dit, ben, ces deux a peuvent s'additionner. Et donc, dans certaines circonstances, en fait, à une certaine position et à un certain moment donné, je peux avoir une amplitude maximum de 2a, plutôt une élongation de 2a. Mais ça, c'est le maximum possible, parce qu'en réalité, je peux me rendre compte que j'ai deux variables qui interviennent. La première variable, c'est x, et donc ça veut dire que la position du point que je considère est importante. Et ce qui est intéressant ici, justement, c'est que tu peux voir que ce x, il n'apparaît qu'à un seul endroit, il apparaît dans le sinus. Et donc je peux dire que tout le terme en sinus, ici, il dépend uniquement de la position. Autrement dit, ce que je peux dire, c'est que ce terme en sinus, il va valoir 1 ou 0 selon la position du point que je regarde. Et donc il y a des points particuliers pour lesquels je vais avoir le terme en sinus qui vaut 1 ou qui vaut 0. De la même manière, l'autre variable, c'est t, donc c'est le temps. Et je peux voir que cette variable t n'apparaît que dans le terme en cosinus, à cet endroit-ci. Et donc le terme en cosinus, il ne dépend, lui, que du temps. Alors, je ne l'ai pas dit pour le terme en sinus, mais en fait, 2pi, L, lambda, tout ça, ce sont des constantes. Hein, et donc, la seule variable qui intervient, c'est x. De la même manière, dans le cosinus, la seule variable, c'est t, et tout le reste, ce sont des constantes. Et donc, le terme en cosinus dépend uniquement du temps. Et donc, ce que ça me permet de dire, si je m'intéresse au niveau du cosinus, ça me permet de dire qu'en fait, l'élongation maximum qui vaut 2a, eh bien, cette élongation, elle va être modulée en quelque manière par le temps. Pourquoi? Eh bien, en fonction du moment que je regarde, en fonction du temps, le cosinus, il va être égal à 1, à moins 1, ou à une valeur entre moins 1 et 1. Et donc, ça veut dire que je vais en fait avoir 2a qui est multiplié par cette valeur qui est entre moins 1 et 1 en fonction du temps. Et donc, je peux dire qu'il va y avoir des moments où tous les points de la corde ont une élongation nulle. Pourquoi? Imagine que le terme en cosinus vaille 0. Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble de l'expression vaut 0. Et donc, ça veut dire que y pour n'importe quel point vaut 0. Autrement dit, si je regarde ma corde, en fait, il y a des moments où la corde va être totalement horizontale. Elle n'aura aucune élongation, en tout cas une élongation nulle. Alors, maintenant, je peux également venir regarder au niveau du sinus. C'est le même principe. Je peux dire qu'il y a des points dont l'élongation... je dis une bêtise. L'élongation des points de la corde est modulée selon leur position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la position, je vais avoir le sinus qui vaut entre moins 1 et 1. Et donc ça dépend de la position, ça dépend de la coordonnée x. Et donc de nouveau, le terme en sinus, il va valoir entre moins 1 et 1. Et donc ça veut dire que je vais avoir 2a qui sera modulé, qui va être multiplié par un nombre compris entre moins 1 et 1. Et donc ça veut dire qu'il y a des points de la corde qui ont toujours une élongation nulle, puisque selon la coordonnée x, je peux avoir un point où le terme en sinus sera toujours égal à 0. Et si le terme en sinus est égal à 0, ça veut dire que toute l'expression est égale à 0. Voilà. Alors, à mon avis, pour l'instant, les choses ne sont pas encore très claires parce que je ne t'ai pas encore bien donné à voir ce dont je m'occupe à parler, donc ça va venir, sois patient. Mais je vais ici, en fait, détailler un petit peu ce que je viens de dire. Donc ce que je viens de dire, c'est que il y a des points de la corde qui vont toujours avoir une élongation nulle. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a des points de la corde dont la position y ne va pas changer, elle sera toujours égale à 0. Alors j'aimerais bien trouver ces points-là. Et donc je cherche ici, en fait, les points de la corde dont l'amplitude est égale à 0.
Autrement dit, je cherche des points de la corde dont le terme en sinus est égal à 0. Et pour que le terme en sinus soit égal à 0, eh bien ça veut dire que le contenu du sinus doit être égal à k fois pi. Eh bien, je peux manipuler cette expression pour faire sortir que j'aurai sinus de 2pi L-x sur lambda égale à 0 si L-x est égal à k pi sur lambda. Alors tu peux vérifier ici, tu peux mettre la vidéo sur pause à n'importe quel moment en fait, c'est toi qui choisis, tu peux vérifier que ce que j'ai écrit est correct. Alors, bon, moi je sais que c'est correct, donc je vais continuer, mais tu as peut-être mis sur pause. L-x, ça correspond à quoi? En fait, L-x, ça correspond à la distance du point que je considère par rapport à l'extrémité fixée. Alors si c'est pas clair, regarde un petit peu. Je remets ici ma corde. Donc on a la corde avec une certaine longueur, notre axe de référence, etc. Et tu vois que L-x, ça correspond à L, auquel je suis venu retirer la valeur de x. Et donc ça correspond à cette distance-ci, en fait, qui est en bleu. Et donc tu vois bien que L-x, ça correspond à la distance du point x par rapport à z en réalité. C'est ça que je m'occupe à dire. L-x, c'est la distance par rapport à z. Et donc, ici, ce que je dis, c'est que si cette distance par rapport à z correspond à un nombre entier de demi-longueur d'onde, eh bien, je me trouve à un endroit où la corde aura une élongation de 0. Donc c'est un point dont la coordonnée y ne varie pas. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais k est un nombre entier, donc k ne peut avoir qu'une valeur entière. Alors de nouveau, je ne te montre pas encore vraiment les choses, donc peut-être que ce n'est pas encore très clair. Au slide suivant, on va essayer de visualiser un petit peu tout cela. Je continue dans mes développements, et je vais m'intéresser maintenant à un deuxième cas de figure. Ce cas de figure, c'est celui où l'amplitude en fonction de la position du point que je regarde est maximum. Donc ça veut dire que l'amplitude vaut plus ou moins A. Alors pour ça, ça veut dire que le terme en sinus, eh bien, il vaut 1. Et pour que le terme en sinus vaille 1, eh bien, il faut que le contenu du sinus soit égal à pi demi plus k pi. Encore une fois, n'hésite pas à mettre sur pause pour vérifier ce que j'ai fait. Prends une feuille, prends un stylo et écris tout cela pour vérifier que c'est correct. Je continue pour ma part et je vais de nouveau en fait isoler ce terme L-x. Et je peux dire que L-x est égal à lambda sur 4 plus k lambda demi. Alors, on a la même idée ici. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que la distance par rapport à z correspond à un quart de longueur d'onde plus un nombre entier de demi-longueur d'onde. En réalité, ce que ça veut dire ici, c'est que la distance par rapport à z correspond à un nombre impair de quarts de longueur d'onde. Alors, j'imagine que pour l'instant, les choses sont encore un petit peu floues. Je te rassure, le moment est arrivé où on va essayer de visualiser un petit peu tout cela. Et donc, on reprend avec de nouveau notre corde, sauf que cette fois-ci, tu vois que je change de représentation. En fait, ce que je te représente ici, c'est ma corde, ma corde qui est fixée à une extrémité, donc j'ai le point Z, et de l'autre côté, j'ai en réalité ma source. Alors, le truc à bien comprendre, tu vois ici, c'est que ces espèces de bulles là que j'ai représentées, c'est comme si j'avais pris une série de photos de ma corde que j'avais superposées. Mais en réalité, si je regarde ma corde à un moment donné, tu peux voir que c'est la courbe que j'ai tracée en rouge. Donc ici, ma corde, elle possède une forme sinusoïdale en réalité. C'est logique puisque l'expression qu'on a déterminée ensemble tout à l'heure, eh bien, elle est de type sinusoïdal puisqu'on a du sinus et du cosinus à l'intérieur. Ok. Alors, tu vois donc ici que ma corde, eh bien, elle a une certaine forme à un moment donné, mais si je regarde un autre moment, eh bien, je peux tracer la position de la corde qui sera différente. Et donc, par exemple, en bleu, j'ai représenté la même corde à un autre moment. Et en fait, tu vois que j'ai pris deux cas extrêmes, j'ai pris deux cas où l'onde, eh bien, est complètement différente, elle est opposée en réalité. Ok. Alors, maintenant, le truc à bien comprendre, c'est qu'on vient de parler du fait qu'il y a certains points qui possèdent une élongation qui ne varie pas. Alors par exemple, un de ces points, c'est celui-ci. C'est celui qui se trouve à une demi-longueur d'onde par rapport à z. Et donc ce point, eh bien, je peux le tracer ici. Alors ce point-là, c'est un point particulier qu'on va appeler un nœud d'oscillation. Alors ce nœud d'oscillation, tu vois donc, je répète, je l'ai déjà dit, mais c'est pas facile à appréhender, donc je me répète un peu. Ce point, il est distant
d'une demi-longueur d'onde par rapport à z. Et donc, du coup, ça signifie, on l'a prouvé mathématiquement juste avant, que ce point, à n'importe quel moment, eh bien, il a une valeur de y qui est égale à 0. Et donc ce point ne bouge pas en réalité. De la même manière, mon animation a été un petit peu vite. Tu peux voir que si je me mets à un autre endroit, donc par exemple ici, je vais avoir un point qui se trouve à 3/4 de longueur d'onde par rapport à z. Eh bien, 3/4 de longueur d'onde, c'est un nombre impair de longueur d'onde, et donc tu peux voir que je me situe en fait à un endroit où l'élongation est maximum. Ces points-là, on va les appeler des ventres d'oscillation. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, il faut essayer de visualiser les choses, c'est que ce point-là que j'ai dessiné en orange, en réalité, il décrit un mouvement oscillatoire, c'est-à-dire que sa position y, elle va de moins 2a à 2a. Donc ce point-là, en fait, il oscille sur l'axe des y, ok. Mais c'est l'endroit où je vais observer, en fait, la plus grande amplitude. Et donc ça, on va appeler un ventre d'oscillation. Alors, au niveau du vocabulaire important, il y a une dernière notion à voir. Cette notion, c'est la suivante. Si je prends ici l'ensemble de cette espèce de bulle que j'ai représentée en bleu, eh bien, on appelle ça un fuseau. Okay. Alors de nouveau, un fuseau, en fait, c'est le mouvement de la corde. Enfin, c'est pas le mouvement de la corde, mais c'est plutôt une superposition des différentes positions de la corde dans le temps. Hein, donc de nouveau, je dois imaginer que ma corde, elle n'a à chaque fois qu'une position pour chaque point. Mais si j'additionne ces positions dans le temps, donc c'est comme si je prenais différentes photos à différents moments et que je superposais ces photos, eh bien je vais avoir une espèce de fuseau qui va se dessiner. Voilà. Donc on a ici nœud d'oscillation, un point qui ne bouge pas. Ventre d'oscillation, c'est un endroit où l'élongation de la corde sera maximum. Et un fuseau, donc c'est l'ensemble d'une espèce de bulle. En fait, un fuseau correspond à une distance d'une demi-longueur d'onde. Alors, on a bientôt fini, je te rassure. On passe au slide suivant. On va encore analyser un petit peu les choses et je vais me mettre cette fois-ci dans un cas vraiment particulier. En fait, jusqu'à présent, on a pu voir que la source, elle était mobile. On va maintenant imaginer que j'ai une corde et que cette corde, elle est fixée non pas à une extrémité, mais aux deux. Donc c'est ce que tu peux voir ici. Alors, si tu as du mal à visualiser, tu peux par exemple imaginer que je suis occupé à te parler d'une corde de guitare. C'est une corde de guitare, elle est fixée aux deux extrémités. Mais en même temps, si je viens tirer sur cette corde, je vais la faire vibrer, je vais la faire osciller. En réalité, c'est de ça dont je suis occupé à parler depuis le début de cette vidéo. Donc, la corde est fixée aux deux extrémités. Ça me permet de dire un truc intéressant. Ça me permet de dire que ma source, eh bien, c'est un nœud. Pourquoi c'est un nœud ? Parce que si elle est fixée, par définition, elle ne bouge pas. Et donc, ça veut dire que l'élongation, elle est nulle. Et alors, on a dit un autre truc, c'est qu'en fait, au niveau de la source, eh bien, la coordonnée x, elle vaut 0. Et donc, je vais reprendre la condition qu'on a définie un petit peu avant. Cette condition, c'est celle d'un nœud. Donc, pour avoir un nœud, on avait dit que L moins x était égal à K lambda sur 2. Mais du coup, x ici, ça vaut 0. Et donc, je me retrouve avec L est égal à K lambda sur 2. Ok ? Alors là, tu ne vois pas encore très bien où je veux en venir, c'est normal, je ne suis pas encore arrivé. Je vais également te rappeler un truc important. Au niveau des ondes, on a une grandeur importante, c'est la longueur d'onde, et la longueur d'onde, ça correspond à la vitesse de propagation de l'onde divisée par la fréquence. Et du coup, je peux remplacer ici, dans L est égal à K lambda sur 2, je peux remplacer lambda par V sur F. Ça va me donner tout simplement L est égal à K fois V divisé par 2F. Et là, je vais faire un truc intéressant, je vais venir isoler F. Alors pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, en fait, là-dedans, on peut se rendre compte d'un truc. C'est que V, c'est une constante. V, c'est la vitesse de propagation de l'onde dans cette corde. L, c'est une constante, ça correspond à la longueur de ma corde. Mais du coup, tu peux voir que F est entièrement défini. F ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, en fait. Comme la corde est fixée aux deux extrémités, cela fait que ma corde ne peut osciller qu'à certaines fréquences. Et cette fréquence, elle dépend de K. Et K, rappelle-toi que c'est un nombre entier. Donc ça veut dire que la fréquence, elle peut prendre certaines valeurs bien spécifiques. Ce n'est pas, la fréquence ne peut pas prendre une valeur continue. C'est uniquement des valeurs spécifiques. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quoi correspond K ? Eh bien K, ça correspond au nombre de fuseaux, ou au nombre de ventres, si tu veux. Alors pour bien représenter les choses, je vais imaginer ici que j'ai
une corde fixée à deux extrémités, et je vais en fait représenter cette même corde avec différents fuseaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que j'ai différentes valeurs de K. Et donc ce que ça veut dire, c'est que la corde ici où K est égal à 1, elle va osciller à une certaine fréquence. Mais si je prends la même corde avec deux fuseaux, avec K est égal à 2, et je vais avoir en fait la fréquence qui sera multipliée par 2. Si je prends cette même corde avec trois fuseaux, donc K est égal à 3, je vais avoir ma fréquence qui sera multipliée par 3. Alors, peut-être que tu te dis, ok, c'est pas très très clair, mais de nouveau, imagine que cette corde, c'est une corde de guitare. En réalité, quand tu fais osciller une corde de guitare, que tu tires sur la corde de guitare, tu viens pincer ta corde de guitare même, tu vas avoir un fuseau, et donc ça va te donner une certaine fréquence d'oscillation. Alors, tu ne le sais peut-être pas encore, mais en fait, une note de musique, ça correspond à une fréquence d'oscillation de l'air. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir différentes notes de musique. Alors, sur ma corde de guitare, je peux éventuellement, en venant mettre mon doigt au milieu de la corde, je peux forcer le ventre. Je peux obliger la corde à ne pas bouger au niveau du ventre. Et donc, je peux avoir, en fait, K qui est égal à 2, avoir deux ventres. Et donc, ça va me donner une fréquence qui sera 2 fois plus grande, etc., etc. Alors, du coup, une dernière chose à dire par rapport à cela, c'est que la vitesse de propagation dans la corde, tu vois qu'elle influe sur la fréquence, puisqu'on a F est égal à kV sur 2L. Ça veut dire que la vitesse de propagation de l'onde dans la corde va avoir une influence sur la fréquence. Or, cette vitesse, on peut quelque part l'influencer en jouant sur la tension dans la corde ou bien en jouant sur mu. Alors mu, c'est la masse linéique, donc ça correspond en fait à la masse par unité de longueur de la corde. Autrement dit, est-ce que j'ai une corde qui est plus ou moins lourde ou pas? Et ça, si tu le fais de la musique, tu le sais peut-être, je peux avoir une corde qui est plus ou moins grosse ou pas, et donc ça va avoir une influence sur la fréquence. Et donc, tu l'as compris, je l'ai déjà dit, en fait, ce que je viens d'expliquer, l'application la plus facile à comprendre, la chose la plus facile à visualiser, ce sont tous les instruments à cordes. En fait, tous les instruments à cordes reposent sur le principe qu'on a des ondes stationnaires, et que ces ondes stationnaires, on peut en fait jouer sur la vitesse de propagation des ondes, et donc en fait jouer sur la fréquence. On peut venir imposer une certaine fréquence à la corde. C'est vraiment ça le truc qui est important. Alors, je termine avec une dernière petite chose, parce que je ne l'ai pas précisé, j'aurais sans doute dû le faire. Les fuseaux que j'ai dessinés ici, ils représentent la corde, et tu dois bien comprendre que ces fuseaux, en fait, ne bougent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde ma corde, j'aurai l'impression, en fait, que j'ai des ondes qui n'évoluent pas. Je ne suis pas dans le cas d'une onde progressive. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'avance pas? On a dit, en fait, les nœuds de la corde, ce sont des points qui sont fixes. Et donc, je ne peux pas avoir une onde qui avance, puisque le mouvement de mon onde, il va se jouer en fait entre les nœuds et uniquement entre les nœuds. Et donc c'est comme si j'avais en réalité la corde qui oscillait, mais uniquement au niveau des ventres. Voilà. Alors attention, expliquer les ondes stationnaires comme ça en vidéo, ce n'est pas forcément évident, et donc je t'invite vraiment, pour visualiser les choses, en fait, à aller sur YouTube et à regarder des vidéos d'ondes stationnaires. Donc tu tapes sur YouTube ondes stationnaires, et tu vas vraiment essayer de pouvoir te représenter les choses et voir à quoi ça correspond. Parce que là, j'ai tout rédigé de manière statique. Malheureusement, je ne peux pas te montrer une expérience ici comme ça. Et donc, c'est important de visualiser les choses pour vraiment voir de quoi il est question aussi. Voilà, je te remercie pour ton attention. Si les choses ne sont pas claires, n'hésite pas à revisionner la vidéo en faisant des pauses et en prenant bien le temps d'appréhender les choses. À bientôt!